Bernat, d'abord vous êtes délégué innovation auprès de la médiation des entreprises. Ça veut donc dire que vous êtes en fait cette boîte de réclamation qu'on appelle quand on n'est pas content, quand on a besoin de médiation. En fait, vous êtes le Julien Courbet de la médiation des entreprises, quoi. Exactement. Pour la partie innovation et la partie numérique, effectivement. C'est ça. Il y a d'autres références, je la faisais exprès pour vous titiller, et votre rôle est super important. Et côté innovation, Arnaud Chambriard, vous êtes président de Neftis. Neftis, c'est le premier fonds et le seul, d'ailleurs en France, qui préfinance le CIR, c'est ça? Exactement. Voilà, notre métier, c'est de financer le décalage de trésorerie entre le moment où l'entreprise engage ses dépenses de recherche, donc en année N, et puis celui où elle va toucher les effets du CIR, c'est-à-dire le remboursement du CIR en année N+1, généralement 12 ou 18 mois plus tard. Donc. Et vous allez nous en parler parce que ça représente quelques centaines de millions de prises de risque finalement de votre part. Et finalement, dans l'histoire, le patient, c'est vous qui apprenez la patience à ce moment-là, puisque les entreprises, vous leur avez... Exactement. En fait, l'idée, c'est de décharger l'entreprise de cet aléa de délai de remboursement. Donc, du coup, on est bien en première ligne pour voir ce qui se passe sur le terrain. Très bien. Alors, en première ligne, si on ne passe pas par Neftis, eh ben, en tant que dirigeant d'entreprise, on est soi-même en lien avec l'administration. Pour ça, c'est Alan Rodriguez qui est président de VitaDX International. Un mot sur votre start-up, entreprise, je ne sais pas comment l'appeler, qui est vraiment admirable et qui est sur un sujet qui nous concerne tous, mais qui est un engagement admirable. Je vous laisse nous le dire en quelques mots. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. VitaDX est une jeune société qui développe des solutions innovantes pour le diagnostic précoce du cancer, et en particulier notre première indication est sur le cancer de la vessie à partir d'un simple échantillon d'urine. Et c'est primordial, et les inventions et l'innovation servent aussi à accélérer. On l'a vu depuis un an évidemment dans la crise Covid, mais aussi pour d'autres maladies. Et merci de vous engager, même à travers votre start-up, sur ce sujet. Bruno, vous êtes le directeur du département Innovation et Ming. Je vous ai gardé à mes côtés pour nous éclairer. Je voudrais qu'on rentre d'abord dans les chiffres pour savoir exactement ce dont on parle, les uns les autres. Peut-être d'abord, Philippe Bernat, dans quelle mesure, vous, la médiation, en fait, a été sollicitée cette année par les entreprises, et peut-être un comparatif avec 2019? Alors oui, sollicité à deux titres. Dans le cadre justement de sollicitations qui ont pour vocation de répondre aux questions des contribuables, parmi toutes les aides qui ont été proposées, les aménagements, il fallait que chacun y voit assez clair. Alors beaucoup sont accompagnés par des conseils, ils ont des réponses assez rapides, d'autres ont besoin d'avoir des réponses et ils viennent nous solliciter directement. Et puis également des médiations que nous menons cette fois-ci pour débloquer des situations ou qui relèvent d'un problème scientifique ou qui relèvent d'un problème de délai de versement. Juste un point quand même avant, moi je voudrais qu'on passe 20 secondes rapidement sur le fait de remercier le travail considérable qui a été fait par l'administration. Bien sûr. Puisque en quelques semaines, il faut bien comprendre que tout le personnel a été mis en télétravail, forcément, a dû être équipé de moyens pour travailler. Et on l'a dit, 4 semaines après avoir démarré ce confinement, l'administration était en mesure de procéder au versement, en grande partie dans des délais tout à fait acceptables, des demandes de crédit impôt recherche. Et également de demande de crédit impôt innovation. Et c'est important de le souligner. D'abord parce qu'en France, on oublie toujours de dire merci, on réclame toujours, mais on oublie toujours de dire merci. Donc, merci en effet. Et qu'en plus, comme l'administration fiscale est faite de femmes et d'hommes comme vous et moi, ils sont aussi des parents, ils ont peut-être dû faire l'école à la maison, etc. Donc ça, on ne l'oublie pas. Et pour autant, les chiffres disent quoi? Alors, c'était le sens de mon propos. Je commençais par le verre à moitié plein, même assez plein. Il y a aussi le verre à moitié vide, même assez vide. C'est les conditions dans lesquelles, pendant quelques temps, les choses se sont bien passées, très bien passées, rapidement passées. Et puis ensuite, j'ai envie de dire que le naturel a pris un peu sa place et les demandes d'information ont commencé à revenir au devant de la scène et les conditions de versement se sont complexifiées. Mais également, alors ça c'est aussi un effet du confinement, les conditions d'expertise des dossiers qui étaient soumis par les entreprises qui ont vu quelques difficultés se mettre en place. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que habituellement nous avons une dizaine de médiations par mois au fil de l'année constatées sur les années, depuis qu'on a mis en place la médiation pour la partie innovation en 2015. Aujourd'hui, on est plutôt à une quinzaine, voire une vingtaine de sollicitations et de demandes de médiation. Évidemment, en ce moment, principalement sur les délais de remboursement. Un peu moins sur la partie scientifique, ça on le verra plus tard dans l'année quand les dossiers commenceront à être vus par les experts. Mais oui, là il y a besoin de maintenir cette vitesse de versement. Juste un commentaire également, oui, je vous en prie. Parce que c'est important. Rappelons-nous que le versement anticipé du crédit impôt recherche a été installé suite à une crise, celle de 2008. Oui. Et donc c'est fondamental qu'on réinstalle cette célérité de traitement et de versement parce qu'on est encore dans une crise. Et dans une crise qui est peut-être encore plus forte, puisque non seulement
évidemment, elle a un impact sur les trésoreries d'entreprise, on l'a bien compris, mais elle va avoir un impact sur les transformations qu'elles vont devoir opérer par rapport au digital, par rapport à l'innovation, par rapport au développement, la décarbonation, et que si on n'est pas capable à la fois d'alimenter les trésoreries d'entreprise et à la fois de leur permettre de financer leurs projets de R&D, il va y avoir un crack. Et ça, il faut absolument l'éviter. Et c'est bien de le rappeler, ce sera aussi le sens du propos et de l'échange tous ensemble ici. Alan Rodriguez, vous êtes concerné avec VitaDX. C'est quoi votre retour d'expérience, vous, justement sur la restitution du CIR? Est-ce que vous avez constaté un délai particulier? Racontez-nous. Eh bien, nous, on est plutôt satisfait en fait de la réactivité. Alors, notre entreprise a son siège social à Rennes, donc on dépend du SIE de Rennes. Et donc, j'ai repris un petit peu les différents échanges qu'on a eus avec l'administration. Nous, on a eu, lors de notre premier dépôt en 2017, une demande d'information qui a été formulée, auquel on a répondu rapidement. Et ensuite, on a pris l'habitude chaque année d'envoyer le même niveau d'information que ce qui nous était demandé lors de la première demande d'information au SIE. Et nos délais de remboursement vont de 30 jours à 70 jours. Donc ce que moi je considère comme étant très 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 positif. Et ça nous permet, si vous voulez, là vraiment en tant que dirigeant, c'est qu'on commence le 1er septembre avec une visibilité, puisqu'on a touché en fait notre crédit d'impôt recherche. Et vous en doutez, pour une société comme la nôtre de 22 personnes, qui a plus de 90% de ses effectifs en R&D, c'est un enjeu qui est conséquent. Donc en termes de réactivité et d'échange, on est très satisfait de nos échanges avec le SIE de Rennes. Oui, et souvent pour des startups ou des entreprises de votre taille, même si c'est déjà important, 22 personnes, ça peut être une mise en danger, le fait d'allonger le temps, et vous n'avez pas les moyens finalement d'attendre trop longtemps non plus. On va y revenir là-dessus parce que je voudrais voir, Arnaud Chambriard, je le disais tout à l'heure, c'est vous qui prenez le risque en fait chez Neftis, vous préfinancez auprès des entreprises. Et d'ailleurs, c'est vous qui attendez en fait la restitution. Est-ce que vous avez vu des difficultés particulières? Oui, alors moi, effectivement, je peux témoigner d'un bilan qui est en fait très contrasté. Et c'est ça qui est très compliqué dans cette analyse CIR, c'est que tous les cas de figure existent et il n'y a aucune corrélation possible à tirer. Donc ça m'intéressait beaucoup les premiers résultats que j'ai vus de l'Observatoire, parce qu'on voyait un début de corrélation visiblement par région. Nous, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire à de multiples reprises. On a financé plus de 550 millions d'euros de CIR, plus de 1300 opérations ces dernières années, donc on a quand même un peu de recul. On a essayé de le faire, ce travail de corrélation. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation entre l'âge de l'entreprise, son délai de remboursement, l'âge du chef d'entreprise, son secteur d'activité, son lieu géographique, son historique de CIR? On n'a jamais réussi à tirer aucune corrélation. Il y a un aléa terrible qui est que c'est pas parce que vous avez été remboursé très vite, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous serez remboursé aussi vite la 4e année. Donc c'est d'ailleurs très important pour le chef d'entreprise, dans sa trésorerie, qu'il ne se trompe pas et ne se dise pas « c'est certain, je l'aurai dans les 3 mois ». Oui, bien sûr. C'est pas certain. Donc si nous on existe, c'est bien qu'il y a un problème de délai de remboursement. Sinon, on n'existerait pas de manière un peu cynique. Mais avant d'aller dans le cynisme, effectivement, je rejoins Philippe sur les remerciements. Alors bien sûr, au service de l'État, mais en fait, tout simplement à notre pays, la France, qui consacre un budget énorme à la R&D, 6 milliards enfin, sous forme de CIR. C'est beaucoup de pays nous l'envient, très honnêtement. En plus, c'est du CIR restituable, remboursable, à tel point que même l'Allemagne va nous copier. Enfin, nous copie cette année pour la première année. C'est la première année que l'Allemagne lance. Il ne l'avait pas fait auparavant. Non. Donc, voilà, n'oublions pas ça, c'est quand même un... C'est bien de le rappeler. Je voulais rajouter ça en plus. Le fameux verre à moitié plein. Voilà. Après, sur nos constats à nous, alors avant crise, on a un constat qui est assez simple, c'est la campagne de remboursement du CIR par les services de l'État, en fin de compte, ne démarrait qu'à l'été, au mois de juillet. On atteignait le chiffre de 50% des CIR remboursés seulement au mois de novembre. D'accord ? Donc on est déjà au-delà des 6 mois normalement admis pour rembourser. Et on atteignait un petit 60% de créances remboursées à fin décembre. Ce qui veut dire que vous aviez encore 40% des entreprises qui étaient, de nos créances, qui étaient en attente de remboursement en fin d'année. D'accord. L'an dernier, ce qui s'est passé, ce n'est pas tellement une accélération des délais de restitution, c'est juste que la campagne de remboursement a démarré plus tôt. Elle a démarré au mois de mars, ce qui fait que les 50%, au lieu de les atteindre en novembre, on les a atteints en juillet. Oui. Et puis, au lieu d'être à 60% en fin d'année, on est arrivé à 80%. Mais ça veut dire qu'on avait quand même encore 20% qui étaient en attente de remboursement. Oui. Et là, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est très clair, on est revenu comme avant. Les délais, l'annonce de mois de mars ne se traduit chez nous, en tout cas, en rien du tout. C'est-à-dire qu'on est revenu comme avant. Alors après, ces délais, ils s'expliquent, et moi je les comprends bien, c'est que c'est beaucoup d'argent et c'est normal que les pouvoirs publics contrôlent tout ça. Parce qu'il y a parfois, quand même, il ne faut pas hésiter à dire, des déclarations un peu folkloriques. Et donc merci à tous ceux qui se penchent sur le sujet pour vérifier que l'argent est bien utilisé, parce que c'est toujours pareil, quelques mauvais cas d'usage peuvent polluer l'ensemble du dispositif.
Oui, c'est intéressant de le rappeler aussi, évidemment, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et on est parfois aussi responsable soi-même de cela. Alan, peut-être un mot sur la perception que vous avez, vous, justement, des échanges avec l'administration fiscale. Ça se passe comment pour vous? Et nous, globalement, encore une fois, on a eu beaucoup de chance. Ça se passe vraiment très bien. On a un contact qui est resté le même. Donc ça, c'est aussi un sujet. Je pense qu'il y a une connaissance historique de notre dossier. Et on essaye, encore une fois, de montrer patte blanche en donnant plus d'informations que ce qui est normalement requis, puisqu'on peut se permettre d'envoyer seulement en fait, les éléments financiers. Nous, on ajoute à ça des éléments de contexte, de compréhension. Après, on est dans un secteur d'activité qui peut difficilement être contesté comme étant innovant. C'est l'intelligence artificielle appliquée au médical, avec du traitement de l'image. Mais on fait quand même le nécessaire pour montrer que, entre guillemets, on serait prêt en cas de contrôle et qu'on n'a pas de choses à cacher. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous décrypter pour bien connaître le sujet de votre côté, et nous pour moins connaître VitaDX, comment est utilisé ou réutilisé le CIR chez vous? Alors, pour nous, le CIR, c'est clairement quelque chose de très important. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ça contribue à notre capacité de réinvestissement. Aujourd'hui, on ne fait pas de chiffre d'affaires et donc on se finance par des levées de fonds privées. Eh bien, le CIR nous permet, entre guillemets, d'acheter du temps pour continuer à investir et atteindre des étapes plus importantes dans la vie de l'entreprise pour être en capacité de lever des fonds plus facilement et dans des meilleures conditions. Donc c'est un petit peu de garder de l'autonomie. Et donc, vous voyez, nous, depuis le démarrage, en fonction des années, le CIR va représenter entre 200 et 500 000 euros. Donc c'est énorme par année. C'est conséquent pour une société comme la nôtre qui va faire des levées de fonds, mais qui doit faire des effets de levier. Bien sûr. Alan aurait pu passer par vous, ou est-ce qu'il y a un profil particulier? Pourquoi certaines entreprises passent par le préfinancement et pourquoi d'autres ne le font pas? Et bien sûr qu'Alan devrait passer par nous, même, évidemment. Je ne vais pas dire non. Oui. Non, nous, on est sollicité dans 3 cas de figure. Premier cas de figure, c'est l'urgence de trésorerie. Urgence de trésorerie au sens payer les salaires de fin de mois ou du mois d'après. D'accord. Cette situation arrive notamment, parfois, par justement des mauvaises surprises sur le plan des délais de remboursement du CIR, puisque dans votre cas de figure, si je comprends bien, vous n'avez pas de revenus, autres levée de fonds ou subventions publiques ou crédit d'impôt. Et donc si jamais vous avez tablé sur une restitution à l'été et qu'elle n'est pas arrivée à l'été, facilement ça se transforme en gros problème. Donc c'est la première situation auquel on répond, parce qu'on sait faire ça évidemment. Deuxième situation, c'est une levée de fonds en cours, ou qui a démarré, ou qui patauge un peu. Pareil, où le chef d'entreprise veut gagner un peu de sérénité dans ses discussions avec ses futurs investisseurs. Il a besoin de trésorerie, on peut l'aider là-dessus. Les dernières situations, heureusement, elle arrive aussi, c'est juste accélérer le time to market, accélérer sa R&D. Et donc, pourquoi attendre plus d'1 an? Parce qu'en fin de compte, vous engagez vos dépenses de recherche là en 2021, mais elles vous seront remboursées qu'en 2022. Oui, nous, notre métier, c'est de financer, de débloquer les fonds au fil de l'eau des dépenses. Voilà. Donc, on peut encore plus accélérer ces R&D. Philippe Bernat, votre regard? Oui, j'aimerais bien ajouter un point sur ce que vient de dire Arnaud, parce qu'il y a un côté extrêmement vertueux dans la démarche proposée par Neftis, c'est de procéder à un rescrit, l'équivalent d'un rescrit, on va dire, attention aux termes qu'on utilise, mais en tous les cas d'une évaluation scientifique, technique poussée par des experts diligentés par Neftis, et qui permet d'avoir dès le début du projet la capacité à se dire on met les pieds dans un endroit qui est sain. Et du coup, ça a une vertu, c'est qu'effectivement les sommes sont accordées en fonction de ça. Ça permet de calmer la relation avec les investisseurs qui de plus en plus assujettissent des déblocages de fonds en fonction de l'obtention ou pas du CIR. Et moi, je vois en médiation des cas que je trouve assez pernicieux quand même. C'est dans le cadre de cession, fusion, acquisition entre entreprises où on met des garanties d'actifs passifs sur les obtentions des crédits impôt recherche qui ont été déclarés. Ça me perturbe parce qu'on a l'impression que le crédit impôt recherche devient un risque industriel. Oui. Or, ce n'est pas le but puisqu'il est là pour financer la prise de risque. Donc, on a totalement inversé la machine. Donc, ce côté, je prends une mesure. Je m'assure que c'est éligible et ensuite je débloque les sommes, y compris sur les créances en germe. Ça, c'est formidable. C'est-à-dire que c'est les travaux de l'année qui vont pouvoir être financés. Ah ben c'est vraiment la bonne solution. Mais faut-il que ce soit une organisation de type Neftis, et je suis ravi que Arnaud fasse ce travail qui est remarquable, faut-il que ce soit que lui qui le fasse il y a aussi une part d'obligation Bien sûr. Du côté de l'administration, à comprendre ça. Alors, on y reviendra tout à l'heure parce que moi, je pense qu'il y a un point fondamental sur lequel il faut travailler, c'est le dialogue. La compréhension mutuelle que les uns et les autres doivent avoir de c'est quoi une start-up, c'est quoi une entreprise innovante, c'est quoi le mode de financement. Et puis, c'est quoi un contrôle fiscal ? Comment ça se passe? Le degré de complexité, il est énorme. Selon qu'on fasse du crédit impôt recherche, qu'on fasse du crédit impôt innovation, qu'on demande un agrément. Mais c'est d'une complexité. Alors un grand groupe peut se trouver son chemin dans tout ça, mais une petite structure,
c'est pas son métier quand même que d'apprendre des choses extrêmement complexes, alors qu'il vaudrait mieux qu'elle travaille sur le développement de son médicament candidat ou autre chose. Un dernier point, pardon, c'est important, je voudrais le rappeler parce qu'on ne l'a pas assez dit, je trouve. Il faudrait absolument que dans les mesures de l'Observatoire, qui est une initiative moi, que je trouve remarquable, il y ait une traçabilité qui se fasse sur les filières d'activité. Vraiment approfondie, parce que je suis dans la pharma et je n'ai pas trop de problèmes. J'ai une salle blanche, j'ai des docteurs, je coche plein de cases qui permettent de dire très vite à l'administration, c'est bon. Oui. Je suis dans l'informatique, et en ce moment, on a bien compris que l'informatique était un formidable levier de développement, de transformation. Je suis dans l'informatique, vous partez avec un handicap. C'est pas normal. Donc il faut aussi faire ce travail de comprendre pourquoi sur des filières, il y a des comportements, des réactions et des résultats qui ne sont pas les mêmes. C'est discriminant, c'est pas normal. Vous l'entendez ça, Bruno, dans la proposition? Oui. Alors tout à fait, et du coup, ça sera vraiment un sujet pour le prochain observatoire, de se focaliser effectivement en fonction des filières. Moi, je voulais juste rapprocher un peu les deux visions entre Alan et Arnaud, parce qu'il était très satisfait effectivement de ces délais de restitution, et il a proposé une méthode qui visiblement marche, et de joindre les justifications techniques et financières avec sa demande de restitution. Et ça, nous, on l'a testé chez nos clients depuis plusieurs années. Et là, ça rejoint ce que disait Arnaud, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles. C'est-à-dire que des fois, ça va allonger les délais et des fois, ça va les réduire drastiquement. Ah oui. Peut-être que si on donne un dossier, l'administration va prendre le temps de l'examiner et des fois plus de temps. Donc en fait, on n'a pas de corrélation forte, effectivement. Sinon, effectivement, l'idéal serait de donner son dossier tout de suite à l'administration avant d'attendre la demande d'information. Après, je voulais revenir juste sur le premier point, qui est un peu le benchmark qu'on peut faire international sur les dispositifs. Nous, on accompagne régulièrement des entreprises sur 15-16 pays. Et il faut savoir qu'il y a à peine 6 pays dont la France, qui ont la possibilité de ce cashback, qui donne la possibilité de ce cashback. Donc c'est vraiment une force. Et qu'en plus, dans certains pays, c'est quand même relativement limité. C'est soit limité exclusivement aux PME, soit c'est capé en termes de montant. Donc on a vraiment une vraie chance, effectivement, d'avoir ces restitutions. Et on parlait tout à l'heure de la satisfaction relative des personnes qu'on avait interrogées dans le cadre de l'enquête. Elles ont quand même toutes convergé vers un point, c'est nécessité de clarifier et de donner de la visibilité sur ce qui se passe en fait dans le processus de restitution. Parce que c'est ça aujourd'hui qui est angoissant et qui est anxiogène pour le dirigeant, c'est de ne pas savoir quand les fonds vont tomber. Oui, je suis complètement d'accord. C'est le vrai sujet, en fait, c'est celui de la visibilité. Parce que je pense que n'importe quel chef d'entreprise, à partir du moment où il a une quasi-certitude sur un délai, même si c'est 11 mois, à la limite, il s'organise. Le pire, c'est de ne pas savoir et que ça ne soit pas pareil que l'année précédente et que ça sera encore différent l'année suivante. Je crois que c'est vraiment ça. Je suis tout à fait d'accord, puisque en fait, c'est la visibilité, notamment sur des sociétés comme les nôtres, nous, on ne vit qu'avec la visibilité de trésorerie. Et donc, si on est capable d'anticiper, ça veut dire que la levée de fonds d'avant, on lève un peu plus de fonds. Ou en tout cas, on anticipe les choses. L'absence de visibilité est un stress qui est majeur. Quel est le regard, Philippe Bernat, justement, que vous portez sur les processus de traitement mis en place par l'administration et sur les moyens associés? Alors moi, j'ai le sentiment que parfois c'est un petit peu complexe quand même, selon qu'on soit, encore une fois, une start-up, une PME, une ETI, un grand groupe. Il y a un principe de base à l'administration fiscale, c'est qu'on est tous égaux devant le fisc. Voilà, on doit tous être traités de la même façon. D'accord, mais est-ce qu'une start-up peut être traitée de la même manière qu'un groupe? Je ne sais pas, je m'interroge, j'ai bien une part de réponse, mais alors après, adapter les dispositifs selon qu'on soit petit, moyen ou grand, c'est compliqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut comprendre la mécanique entre le travail que fait, déjà, toute la législation autour de la fiscalité. Alors ça s'est beaucoup calmé, quoique ces derniers temps, on a vu que beaucoup de choses évoluaient, dont des choses assez importantes, comme par exemple la disparition du CIR x2 sur la collaboration avec la recherche publique. C'est un sujet quand même qui va poser des problèmes à la fois en financement, à la fois en contrôle, en compréhension, en application. Donc il y a beaucoup de sujets qui évoluent. Après, il y a d'autres documents qui viennent se greffer autour de l'écosystème, des guides qui sont mis à jour régulièrement de façon unilatérale. Là, on devrait travailler à une meilleure collaboration entre ceux qui les éditent par rapport à ceux qui vont ensuite les appliquer et ceux qui vont ensuite les défendre, et qui ramènent chaque année des degrés d'interprétation, de compréhension, d'exigence différents des années précédentes, qui créent
Une difficulté supplémentaire, c'est est-ce qu'on fait le contrôle d'un cire qui a été fait 4 ans précédemment avec l'état de l'art du moment dans lequel on fait le contrôle ou du moment dans lequel les travaux ont été faits? Là encore, j'ai bien la réponse à la question, mais ce n'est pas facile de s'assurer que c'est toujours respecté. Et dans beaucoup de cas que nous voyons en médiation, ça n'est pas respecté. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors évidemment, quand on parle de 6-7 milliards d'euros, c'est normal qu'on mette en place des dispositifs exigeants, bien sûr, complexes. Mais il faut faire preuve d'adaptation, il faut faire preuve de compréhension et peut-être ajuster certains de ces processus, oui. Vous parlez d'égalité notamment. Je vais vous transmettre 2 questions qui nous sont partagées en ce moment par ceux et celles qui nous regardent sur le chat. La première question pour vous là-dessus, c'est lorsqu'une entreprise change de service impôt entreprise, y a-t-il un suivi de l'historique des contrôles dans la pratique? Finalement, est-ce que si je déménage demain, si je change, est-ce que je suis dans la même égalité ou pas? Eh bien, normalement, il faudrait que ce soit le cas. Alors, je vais répondre en prenant une précaution quand même. La médiation, on est aux urgences. Oui. Et nous, dans notre couloir, il n'y a que des blessés sanguignolants. Alors, blessés, ouais. on voit beaucoup la misère quand même. Hein. C'est vrai. Alors, on ne demande pas qu'aux 20h, on nous applaudisse. Ça, c'est pour une population qui fait un travail certainement beaucoup plus humain que le nôtre. Mais en tous les cas, on voit que des cas difficiles. J'ai un cas en tête, évidemment, je ne citerai ni le cas, ni la région, etc., d'une entreprise qui était, alors peut-être je peux mettre dans le quart nord-est de la France, qui faisait du crédit impôt recherche et qui avait même fait un rescrit, ce qu'on vante par ailleurs. Bien sûr. À condition qu'on ait les moyens de les faire dans des conditions rapides et efficaces. Mais oui. Ça, c'est aussi une paire de manches parce qu'il y a aussi une question de moyens. Bien sûr. Elle a son rescrit, elle fait son cire, elle déménage son siège, elle arrive dans une autre région, on lui retoque son cire, y compris celui qui faisait l'objet d'un rescrit. Voilà, là on est aux urgences. On est aux urgences, c'est un cas extrême, il a fallu qu'on travaille dessus, ça a pris du temps. Alors, ce côté prédictibilité, il faut y travailler, on n'a pas assez d'engagement, par exemple, de dire qu'on rembourse au bout de 60 jours. Prédictibilité. Et puis, il y a un autre côté qui est important, c'est la répétabilité. Et la répétabilité, ça, on n'est pas encore assez bon là-dessus. Ouais, évidemment. Ouais. Ça m'amène une question spontanée, mais est-ce que là, on n'est pas aussi sur le bon sens? Est-ce que finalement, le bon sens du côté de l'entreprise, ce serait de se dire, tiens, puisque je vais déménager le siège social, je le sais quand même 6 mois, 1 an avant, le bon sens serait d'anticiper de l'autre côté le fameux bon sens que l'on demande à l'administration fiscale, par exemple, de se dire, attendez, s'il y a eu un blanc-seing dans la région d'avant, pourquoi pas dans la nouvelle? Enfin, cette question du bon sens, elle est entendable pour vous? Oui, Nicolas, bien sûr qu'elle est entendable, et ça fait partie d'un point que j'ai abordé tout à l'heure, c'est que c'est aussi la volonté de communiquer. C'est-à-dire que si je dis avant ce que je vais faire, si j'essaie de voir la personne qui va s'occuper de moi, et que je lui propose de me rencontrer, je ne suis plus un dossier. Je deviens une entreprise, je deviens une personne, je deviens quelqu'un avec laquelle je bâtis une relation. Donc ça, c'est fondamental. Alors, est-ce qu'on peut le faire avec les 22 000 déclarants ou je ne sais plus combien du crédit impôt recherche? C'est compliqué, mais ce n'est pas les 22 000 dossiers qui sont en souffrance. Mais sur ceux pour lesquels le CIR est vital, je pense qu'il devrait prendre un peu plus de temps à aller vers l'administration, mieux la comprendre, mieux la connaître et mieux se faire connaître. Ça, c'est fondamental. Là-dessus, je crois qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Une question du chat pour vous, Bruno, mais aussi pour les autres, c'est est-ce que l'administration fiscale a une obligation de délai sur l'instruction d'un dossier de remboursement CIR-C2I? Aucunement. C'est bien un problème, et c'est une des préconisations qu'on formule, nous, dans notre observatoire. Et on va en parler tout à l'heure. Ce que Philippe disait, c'est qu'effectivement, on puisse au moins avoir un délai incompressible sur lequel, effectivement, enfin si, justement compressible, mais un délai, une date butoir, mais sur lequel voilà, les fonds sont dégagés si on dépasse oui, il y a d'autres sujets avec l'administration où, au bout de 3 mois, si l'administration n'a pas répondu, c'est que c'est bon. Oui, c'est ça. Donc on pourrait aller là-dessus. Je continue avec les questions qui nous arrivent. Pourquoi ne pas contraindre l'administration justement par un délai de traitement, mais avec une contrepartie de l'entreprise, et quelqu'un dit, par exemple, entre parenthèses, garantir l'emploi ou rendre le CIR obtenu? Alors moi, là-dessus, il faut peut-être faire attention, parce que si on commence à mêler des dispositifs de financement basés sur du déclaratif, avec des engagements sociaux, etc. C'est un peu compliqué. Et comment on fera après pour faire le rapprochement en cas d'échec, en cas de succès? Je ne suis pas sûr qu'il faille y aller jusque-là. En revanche, avoir un niveau de service, ce qu'on connaît bien dans l'entreprise en général, un SLA pour le dire en anglais, au-delà duquel il se passe des choses, par exemple, d'abord d'accepter un versement partiel, complet ou pas, de la somme. Oui, ça, il faudrait peut-être l'imaginer. Après, il faut encore une fois, je reviens là-dessus, comprendre
les risques, les conséquences de décisions qui ne sont pas les bonnes du côté du contrôle fiscal. Bien sûr. C'est là où ça devient très compliqué. Alors, on ne va pas faire un Grenelle du crédit impôt recherche et de la relation entre les uns et les autres, mais peut-être qu'encore une fois, mieux se comprendre, mieux dialoguer, mieux anticiper, je pense, être accompagné. Oui, ça c'est... Alors, je sais que certains dans l'administration estiment qu'on ne devrait pas imaginer que l'accompagnement soit nécessaire. Moi, je dis qu'il est indispensable aujourd'hui parce que c'est d'une telle complexité. Et on en fait... Le crédit impôt recherche est devenu un élément de la stratégie financière de l'entreprise. Donc, on ne peut pas gérer ça la petite semaine. Donc, il faut le faire de façon très sérieuse pour tout le monde. On pointe souvent les erreurs ou les problèmes ou les lenteurs de l'administration fiscale. Est-ce que pour autant, ces lenteurs ne sont pas aussi le résultat parfois du mauvais comportement de quelques exceptions, mais aussi parce que certains sont tellement mal comportés, côté entreprise et côté demandeur, que finalement l'administration a dit, écoutez, s'il y a des vilains petits canards, il va falloir qu'on réagisse. Il y a aussi une régulation à faire côté entreprise en disant... Oui. Oui, alors, absolument. Alors, ces mauvais comportements, Arnaud en a parlé, ça a été identifié. Il y a, moi, je crois à la rédemption. Et d'ailleurs, ça passe par des choses qu'on a mises en place. Et Ming fait partie des premiers cabinets à être référencés. Donc, le référencement, installer un cadre de confiance entre les consultants en crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, les entreprises qui en bénéficient, et de ce fait, la relation qu'ils ont ensemble avec l'administration. Et l'administration au sens large, c'est-à-dire les gens qui font les lois fiscales, les gens qui font les expertises scientifiques, que ce soit sur le crédit impôt recherche ou le crédit impôt innovation. Bien sûr, ce n'est pas les mêmes, ça serait trop simple, et faire en sorte que tout le monde se rapproche, tout le monde se comprenne, et encore une fois, tout le monde accepte le dialogue et la confrontation. Mais ce n'est pas suffisant. On n'a pas encore réussi à transformer le travail qu'on mène depuis 5 ans quand même, donc on est sur des échelles longues, on n'est pas encore arrivé à un niveau satisfaisant. Je croyais que pour travailler dans la médiation, il fallait être surtout patient, et je viens de comprendre que, selon le philosophe Philippe Bernard, il faut en plus croire en la rédemption, et on voit les qualités pour travailler exactement. Autre question qui vient pour vous, Arnaud, en faisant appel à une entreprise de préfinancement, qui devient responsable et interlocuteur SIE en cas de contrôle fiscal? Est-ce que c'est la PME ou est-ce que c'est vous qui faites aussi toutes les démarches? Est-ce que vous vendez le service en fait? Non, ça reste le contribuable, le redevable, puisque sur le plan juridique, le contrôle fiscal se passe toujours entre l'administration fiscale et l'entreprise. D'ailleurs, et c'est un problème dont on souffre, c'est nous, dans le cas où on a préfinancé le CIR d'un de nos clients et qu'un contrôle fiscal se déclenche, on n'est même pas au courant. Ah oui. Ce qui est d'ailleurs un peu anxiogène pour nous, parce que parfois on le découvre malheureusement trop tard, alors même qu'on aurait pu accompagner l'entreprise avec l'aide de nos conseils, dont Heming, pour s'assurer que justement ça se passe bien. Donc non, ce dialogue il continue entre l'entreprise et l'administration fiscale, ce qui est bien, parce qu'à la fin c'est bien l'entreprise qui est le mieux à même de défendre ses travaux de recherche, c'est pas nous. Alors nous on va intervenir le cas échéant en deuxième rideau, je vais dire. C'est-à-dire dans le cas où vraiment l'exercice est parti complètement, pas du tout comme ça aurait dû, ou alors que malheureusement l'entreprise a été contrainte de déposer le bilan. Parce que là on se retrouve seul au front pour essayer de défendre les dépenses vis-à-vis de l'administration fiscale. Parce que je vois justement sur le chat quelques remarques là-dessus. Encore une fois, on parle là d'exception et l'idée, c'est pas de faire de généralité, mais on a eu quelques polémiques retentissantes sur des entreprises qui bénéficient du CIR et qui décident du jour au lendemain de fermer leur service R&D ou de le délocaliser. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Moi, encore une fois, je pense que faire du lien un peu trop rapide entre ces éléments-là, parfois, ça peut amener à des réactions un peu excessives. Oui. Après, il faut faire appel au bon sens. Oui. Il faut faire appel au bon sens des entreprises. Je pense qu'on est de plus en plus amené à avoir des dirigeants qui s'inscrivent dans des comportements responsables. Bon, ensuite, il y a un arbitrage qui se fait au niveau mondial. On ne peut pas avoir une politique nationale sur un dispositif comme le crédit impôt recherche et puis imposer à l'entreprise de jouer exclusivement sur le périmètre national, alors que c'est un acteur mondial. Voilà, c'est un peu trop simple, quoi. C'est comme quand j'entends, pardon de la digression, mais des retours qui disent que les 5 milliardaires du Covid aujourd'hui ont plus d'argent que ce qu'il faudrait pour financer la vaccination de tous les pays d'Afrique. Je crois que c'est 9 milliardaires, oui. Des fois, je me dis attention, parce que à force de jeter des trucs comme ça pour des effets
un peu médiatique, on a vite fait de déraper. Je crois qu'il faut être attentif à ce genre de raccourcis. Déjà que les entreprises fassent leur boulot, qu'elles déclarent correctement leur CIR, que les travaux soient éligibles, que ce soit rapidement évalué, que ce soit rapidement payé. Et donc, qu'est-ce qu'elles feront? Non seulement elles emploieront des nouveaux collaborateurs, elles développeront leur activité, elles feront du résultat, elles paieront leurs impôts et on créera un effet attractif qui fera que tout ça sera une boule de neige qui continuera à grossir. Évidemment. Voilà, je résume, je simplifie. Là où je te rejoins, Philippe, c'est que derrière le CIR, c'est pas un cadeau à je sais pas qui. Le CIR, ça vient financer pour, Bruno, tu dois mieux connaître la stat que moi, 50 ou 70% des salaires, des emplois. Bien sûr. Donc derrière le CIR, c'est quoi? C'est des gens. Des emplois. Des gens qualifiés, effectivement, parce que c'est pour mener les travaux de R&D. Mais c'est ça que ça vient financer, rien d'autre. Emploi, consommation, croissance, voilà, bien sûr. Donc c'est ce qui se passe dans notre entreprise, si je comprends bien. 90%, donc 20 personnes sont en R&D, 20 personnes sont financées à moitié par le CIR. Exactement. Ça contribue efficacement à payer leur salaire. Il faut bien comprendre que dans nos sociétés, dans la plupart des sociétés, le CIR, il ne permet pas de verser des dividendes. Il permet juste d'accélérer notre activité, de la maintenir et de donner un peu plus de... L'idée, c'est que l'année d'après, on ait encore plus d'équipes, encore plus de potentiel. C'est vraiment une logique d'accélération du développement de l'entreprise. Ce n'est pas un cadeau au sens strict, même si ça représente encore une fois, c'est conséquent. Et si le CIR s'arrêtait, on serait dans une situation qui serait, je pense, assez dramatique. Mais il faut le voir comme une accélération et pas un cadeau, évidemment. Oui, on n'est pas là sur l'effet d'aubaine. Et vous avez raison, les médias dont je fus, malheureusement, contribuent par leur méconnaissance ou leur désintérêt, finalement, lancent parfois des pétards, mais derrière ne savent pas l'impact que ça peut avoir. Donc c'est bien de rappeler cela. Je ne vais pas battre ma coulpe parce que je n'en suis plus dans les médias, mais j'ai quand même le titre de journaliste, donc je conçois tout à fait. Bruno. Je vais juste rajouter qu'effectivement, on peut voir le côté, le verre à moitié vide avec les départs, les délocalisations de centres de recherche de l'industrie française. Mais par contre, une chose est sûre, c'est l'implantation en France de centres de R&D émanant de sociétés étrangères. C'est aussi grâce au CIR. Et elles sont nettement plus nombreuses que, effectivement, la délocalisation des effectifs de R&D. On a parlé, je ne sais pas, de Sanofi, d'autres, etc. C'est en contrepartie, je crois, je le fais de mémoire, hein, donc sur les chiffres, je ne sais pas, mais c'est plus d'une centaine de centres de R&D qui sont implantés régulièrement en France grâce au crédit d'impôt recherche. Alors continuez à vous poser vos questions, évidemment, si vous avez d'autres questions. Juste une chose, on est dans une période particulière, on est en train de nous rabâcher les oreilles sur un truc qu'on avait oublié parce que ce n'est pas l'actu du moment, mais les médias, ça les intéresse, c'est la campagne présidentielle et la présidentielle dans un an. Est-ce que, au regard de l'année qui arrive, est-ce que ça peut jouer quelque chose, cette campagne présidentielle, l'échéance présidentielle? Comment est-ce que vous voyez l'avenir de cela? Enfin, j'ai vu Philippe réagir et Bruno ensuite, mais... Peut-être. Alors, j'ai un devoir de réserve, évidemment, quand même, que je dois observer, oui. Mais quand même. Évidemment, surtout en ce moment, on est en post-Covid. On a réussi à sauver les meubles, mais il va falloir alimenter la réaccélération, la reprise. On a bien compris que sans innovation, ce n'est pas la peine, il n'y aura pas de solution pour pratiquement tous les secteurs industriels. Donc il va falloir mettre, entre guillemets, le paquet là-dessus. Alors après, moi je pense que je ne rentre pas dans un discours de ce que pourrait proposer un candidat, mais encore une fois, il faut aller plus vite, il faut faire plus simple. Je pense qu'on est en train de perdre un super outil qu'on avait qui était le crédit impôt innovation. Donc peut-être il faudrait y repenser sous une forme différente s'il le faut, mais y penser. Financer la R&D comme on le fait en France, c'est formidable. Il y a un point sur lequel on n'est pas bon, c'est financer le passage à la commande. Alors à quoi ça sert de financer en amont si on n'est pas capable de percoler ensuite par rapport au marché? C'était le but du crédit impôt innovation. Donc ça, je pense que c'est fondamental. Ensuite, je crois qu'un message profond d'un discours serait de rétablir le dialogue et la confiance entre tous les acteurs. Moi, je milite, alors ça, c'est pas un discours présidentiel évidemment, mais je milite pour qu'on fasse une journée du CIR. Ça fait des années que je le demande et que tous les ans, on passe une journée, tous ensemble, des entreprises, de l'administration, les gens du ministère de la Recherche, les gens de la DGE, tous les gens concernés par l'écosystème, et on se rencontre, alors une journée et demie, j'en sais rien, mais pour dire, est-ce que ce dispositif, ça produit ce qu'on en attend? Oui. Est-ce que les uns et les autres, on est contents, satisfaits du comportement de l'autre partie? Et dans les deux sens, pas uniquement l'administration vis-à-vis des contribuables, mais aussi les contribuables vis-à-vis de l'administration. Il y a plein de choses à faire. Donc ça, moi, je pense que ça serait fondamental. Puis dernier point, je finis avec ma liste au Père Noël, c'est, je voudrais un jour qu'on arrive à comprendre combien coûte le crédit impôt recherche pour l'entreprise qui le déclare.
tous les ans on en remet une couche. Oui. Donc le coût total de possession du cire un jour va coûter plus cher que le cire lui-même. Pour certaines, c'est ça. D'ailleurs, certaines ne vont pas vers le cire parce qu'elles savent qu'elles vont devoir payer quelqu'un pour s'occuper de ça et ça coûtera peut-être plus cher que ce qu'elles auront. Défiance. Oui, c'est ça. Et c'est bien de le dire. Belle proposition pour la journée. On a bien des journées du petit orteil, du grand orteil, de l'orteil du milieu, la fête des grands-mères et la fête des câlins et des bisous. Pourquoi pas la journée du cire? Ça fait très royal, Oui. ça fait très... mais pourquoi pas? Évidemment. Un mot là-dessus sur l'échéance à un an, la vision, et puis après je demanderai à votre conclusion. Je rejoins Philippe sur ce que j'avais en tête, c'est effectivement il faut sauver le soldat crédit d'impôt innovation. Oui. Donc parce qu'il va y avoir une évaluation, normalement il se termine en 2022, donc il faut vraiment prendre le taureau par les cornes. Et au-delà de ça, il faut aussi essayer d'arrêter d'opposer la recherche publique et la recherche privée. Bien sûr. Parce que je pense qu'il y a aujourd'hui des programmes de candidats qui vont un peu dans cette orientation-là, et on serait plutôt avisé justement de rapprocher davantage cette recherche privée et cette recherche publique pour avoir des effets leviers qui soient significatifs en termes d'innovation et de R&D. Donc la suppression, comme tu le mentionnais Philippe, de la sous-traitance doublée vis-à-vis de la recherche publique, c'est déjà un premier coup derrière la tête par rapport à la fois aux organismes publics et aux entreprises. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, mais il faut trouver des mécanismes qui rapprochent ces deux entités en fait. Très bien. Alan, je vous ai vu réagir. Oui, mais c'est vrai que ce sujet du doublement et de sa disparition, il faut bien comprendre l'impact que ça va avoir. Ma perception, si vous voulez, c'est effectivement certaines structures privées pouvaient estimer que dans des cas particuliers, il y avait une concurrence publique, ce qui était sans doute le cas. Mais quand je prends nos collaborations avec les structures publiques, aujourd'hui, cet argent, si je ne le donne pas à la structure publique, je n'ai pas de structure privée à qui la donner. Les compétences qu'on va chercher, ce sont des compétences de très haut niveau, réellement de la recherche quasi fondamentale pour passer à l'appliquer. Et donc, les structures privées avec qui je travaille ne font de l'ombre à personne. Et donc, j'ai peur qu'on ait choisi ce débat qu'il y a depuis pas mal de temps entre concurrence privée et publique, qui était sans aucun doute légitime dans certains sujets, et pour régler le problème, on a cassé cette dynamique. Et encore une fois, si vous voulez, c'est pas que les projets vont pas se faire avec ces structures-là, mais ils vont se faire sur plus longtemps. Et c'est toujours pareil, c'est une question d'accélération du développement. Nous, c'était une incitation majeure pour aller vraiment sur des sujets où le niveau de risque est extrême, puisqu'on est encore plus tôt dans le côté maturation de l'approche technologique, et ça va nous freiner. Donc ça, c'est très négatif, il faut être clair là-dessus. Oui, peut-être que la période Covid est en train de nous montrer aussi finalement de l'utilité, alors on verra peut-être les résultats dans 1 an, 2 ans, 3 ans, mais de l'utilité du travail finalement du public, du privé sur les vaccins, mais les futurs traitements, les futurs vaccins améliorés aussi. Finalement, tout le monde contribue et vous avez raison de rappeler que c'est quand même dans l'intérêt général qu'on sent le privé dans le public. Pour terminer, les uns et les autres, si vous aviez une baguette magique, et ce sera votre mot de conclusion, comment vous l'utiliseriez pour améliorer la restitution du cire? À qui je donne la patate chaude en premier, Arnaud? Moi, la baguette magique, elle existe, il faut aller voir Neftis. et puis tout se passera très bien. Non, mais vous n'êtes pas en concurrence, donc vous pouvez le dire, il n'y a personne d'autre en face. Plus sérieusement, l'intérêt de passer par nos services, effectivement, c'est à la fois pour le chef d'entreprise de passer en avance de phase quelque part sous le regard extérieur d'un expert qui va s'assurer que les travaux tels qu'ils sont déclarés seront éligibles au sens où l'entend l'administration fiscale. Et pour ça, on ne le fait pas seul, on le fait avec l'aide d'experts dont Heming. Et c'est un exercice qui est parfois un peu difficile pour le chef d'entreprise parce qu'il est convaincu que tout va bien, que tout est simple, etc. Et parfois, le réveil est un peu douloureux, de bonne ou de mauvaise foi. Mais en tout cas, c'est un exercice qui est important. Après, moi, je suis obligé de reconnaître, parce qu'on est un peu comme l'administration fiscale, on reçoit énormément de demandes de préfinancement. Oui. Vous ne prenez pas il y a vraiment de tout. Oui, bien sûr. Et c'est très compliqué de se dire, les entreprises biotech, elles sont toutes bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les entreprises informatiques sont toutes comme ça, c'est pas vrai non plus. Et donc, vous êtes obligé de faire du cas par cas. Quand effectivement l'administration fiscale reçoit 20 000 ou 22 000 dossiers de demande, c'est compliqué, quoi. Il y a un vrai effet volumétrie. Donc, j'ai envie de rester sur cette thématique qui est laissons les pouvoirs publics faire ce qu'on leur demande, c'est-à-dire vérifier que l'argent public est utilisé correctement,
Alors bien sûr, ils peuvent s'améliorer, mais ça reste compliqué. Il ne faut pas casser le joujou. Et pour que ce joujou ne se casse pas, il ne faut pas qu'un jour on découvre qu'il y a eu un truc terrible, c'est-à-dire des millions et des dizaines de millions qui ont été déversés par erreur à telle entreprise. Parce que ça casserait le joujou. Bien sûr. Donc c'est très important qu'on reste là-dessus, je pense. Et c'est intéressant, même si vous dites aux entreprises, on est là à Neftis, vous n'acceptez pas non plus tous les dossiers. Certainement pas. Non, certainement pas. Parce que, bien sûr, on est sujet, comme l'évasion fiscale, à des tentatives de fraude et d'escroquerie, évidemment. Bien sûr. Parce qu'on attire, voilà, comme tout fonds d'investissement, on attire des gens qui, forcément, n'ont pas... voilà. Arnaud Chambriard peut être magicien sur certaines demandes, mais n'est pas magicien au Théâtre Grévin, ni pour des mariages ou enterrements. Ne l'appelez pas pour l'anniversaire de votre fils, ça ne marchera pas. Merci, cher magicien, de nous proposer ça. Alan, d'abord, tiens, avant Philippe, votre baguette magique. Alors, ma baguette magique, ça serait de maintenir le doublement du CIR. Oui. Et peut-être sur un deuxième sujet, c'est qu'il y ait un petit peu moins d'éléments justificatifs à fournir, j'entends au niveau technique, oui. Qui en fait ne fait que devenir de plus en plus lourd à ma perception. Bien sûr. Bon, ça c'est lié aussi au niveau de confiance. On ne peut pas avoir confiance effectivement dans tout, mais peut-être revenir sur des exigences qui soient gérables par un dirigeant, une petite équipe qui ne peut pas forcément au début de son activité faire appel à un cabinet pour l'aider. Et ça, je pense que c'est important. C'est important. Philippe Bernat, la baguette magique. Ma baguette magique en trois étages, désolé. Oui, oui. La première, c'est rédiger ensemble les documents qui viennent encadrer les conditions d'obtention du crédit impôt recherche, surtout le faire ensemble. Ça sera une plateforme de dialogue et à nouveau de redécouverte mutuelle les uns les autres et voir dans quelle mesure, effectivement, les choses peuvent être adaptées selon qu'on soit petit, gros, etc. Premier étage. Deuxième étage, ma journée du CIR. J'y reviens parce qu'encore une fois, il faut qu'on dialogue, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on comprenne et que les uns et les autres comprennent le rôle qu'ils ont dans l'exécution globale du dispositif. Et puis mon troisième étage, c'est peut-être, pour décomplexifier tout ça, de ramener au niveau des territoires, ce qu'on appelle les DRFIP, des chartes, encore une fois, qui auraient pour vocation de regrouper tous les acteurs d'une région considérée autour et de la partie fiscale et de la partie scientifique et avec bien sûr les entreprises pour voir si les choses se passent bien, pas bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer et puis qu'on pense un petit peu local puisque penser au niveau global est parfois trop complexe, surtout lorsqu'on parle de milliards et de milliers de dossiers à traiter. Redescendons un petit peu au niveau local avec une charte qui pourra être peut-être spécifique à chaque région. Et je suis tout à fait disposé à venir prêter main forte sur ce sujet si ma baguette magique avait un effet attendu. Que le rédempteur fiscal vous entende.